Ce soir, donc, la conf va porter sur REST. Parce que REST, au final, il y en a beaucoup qui en parlent et il y en a très peu qui en font. Ouais, voilà, pensez un peu à ce qu'on peut faire avec cette phrase. Globalement, l'idée, c'est de remettre les choses à leur place. C'est de rappeler qu'est-ce que c'est REST, avec quoi ça vient, qu'est-ce que c'est et surtout qu'est-ce que c'est pas. Et accessoirement, arriver à faire mieux avec REST que ce qu'on fait maintenant. Parce que, bon, le fait est que quand tout le monde se dit expert, c'est que bon, personne n'essaie de progresser, mais en fait, faut aller plus loin. Et il y a moyen d'aller plus loin à travers vraiment de belles technos inventées par des gros cerveaux. Mais le problème, c'est que quand il y a le marketing qui s'en mêle, les gros cerveaux, ils n'ont pas trop leur voix au chapitre. On va commencer par un petit cours avec quelques définitions, en particulier donc pour les gens qui ne sont pas forcément très tech et qui ne soient pas trop largués dès le début. Protocole HTTP, bon, je ne vais pas vous faire un cours magistral, mais bon, le protocole HTTP, c'est ce qu'on utilise tous les jours, en fait. Ça a été inventé en 1997, ça n'a pas bougé depuis, ça a été réécrit pour améliorer un petit peu les formes, mais il n'y a pas très longtemps, en 2009, si ma mémoire est bonne, mais le fond n'a pas changé depuis 1997. Le principe d'HTTP, c'est qu'on envoie du texte brut via TCP, Ça peut arriver qu'on en fasse autrement, mais bon, majoritairement c'est ça. Donc je rappelle, TCP c'est un protocole réseau qui permet de connecter deux machines. Le principe de HTTP, ça repose sur la négociation de contenu. C'est un client qui va négocier avec le serveur pour récupérer une ressource. Donc quand on dit négocier, c'est en gros, donne-moi ça, je te donne la clé de ce que je veux et tu me le renvoies au format que je t'ai demandé si tu peux, sinon tu me donnes autre chose. C'est un peu ça, c'est une marchand de tapis. Bon, tu me donnes un peu de JSON, moi je te donne du HTML, c'est bon, ça marche. Le HTTP, aussi, donc il y a deux concepts fondamentaux, c'est la requête, qu'est-ce que je veux, et la réponse, qu'est-ce que je reçois. Dans la requête, on a la méthode, donc on dit en gros qu'est-ce que je veux faire à peu de choses près, mon intention, qui pointe bien sûr sur une URL, donc en reste ça sera une ressource, voilà, mettez-vous ça dans la tête. Avec une requête vient des headers, donc les headers sont les configurations finalement de votre requête, quel protocole vous utilisez, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous voulez recevoir, divers trucs. Ce qui est bien avec les headers, c'est qu'on peut customiser exactement ce qu'on veut dedans. Bon, il y a quand même du standard, mais il faut respecter un minimum, mais globalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour info, si vous faites un truc custom, mettez un X devant. Voilà, c'est un peu ça le principe. On peut envoyer des datas, on peut envoyer des fichiers, on peut envoyer plein de trucs à travers les requêtes. Et le dernier point qui est important, c'est HTTP supporte nativement de l'authentification. On l'oublie souvent, mais des fois, plutôt que d'aller sortir dans une appli toute une stack avec une base de données, un super bundle, bon je parle un peu PHP là, mais un super bundle pour tout vous faire super bien parce qu'il y a 1 million de personnes qui l'ont téléchargé sur le web. Pensez aussi que un htaccess ça suffit, hein, ça marche. Voilà. Et enfin les réponses. Donc les réponses, ça vient avec une requête. Une réponse, vous avez un code, un statut, 404 not found, 301 move de temporary, ce genre de choses, 200 success, 201 no content, etc. Je vais pas tous vous les faire. Avec les réponses, il y a aussi des headers, donc qui contextualisent finalement ce que vous recevez, et vient un contenu. C'est ce qui est le plus important, c'est la plupart du temps ce que vous voyez. Donc ce contenu peut avoir plusieurs formes, en particulier donc du HTML, du JSON, du XML, etc. Les API. Bon alors, je parle bien de API au sens strict. Une API, c'est une interface de programmation à destination d'autres programmes. Bon, je vais tout de suite vous le dire, l'API, maintenant, quand on parle d'API, on dit web service. C'est limite, vous mettez un gros alias et c'est ça que ça veut dire. Mais une API, à la base, ça reste quand même un moyen de communiquer avec un programme. Mettons, vous êtes sur un téléphone, les composants du téléphone proposent une API que le SDK, typiquement Android ou iOS, peut interroger. C'est aussi une API. Quand vous codez une classe, quand vous mettez des méthodes publiques, techniquement, ce sont des API. Donc, différence entre API et web service. Bon. Dans la suite du talk, quand je dirai API, entendez web service. Hein. Je ne vais pas m'amuser à venir vous parler du reste, pour le coup. Oh, joli. Voilà. Donc, ce que je vous disais, donc, la logique cloud systématisée de la plupart des projets, maintenant, ça fait que les API web, donc les web services, sont développés systématiquement maintenant dans les projets. On ne veut plus seulement
comment dire, développer pour le public, on veut aussi développer pour que d'autres personnes viennent utiliser nos apps. Parce que ça fait du trafic, parce que ça permet de démocratiser les choses, ça permet finalement de développer aussi du SaaS. Donc ça, le business, le B2B, ça permet vraiment de lever du cash. Donc c'est vraiment bien. Enfin, donc l'API, le but ultime de ça, c'est quand même d'avoir un langage commun entre des machines et pouvoir interfacer des logiciels complètement différents. Avec une API, bon bah typiquement, vous faites un serveur en PHP qui expose une API, et on a un client Angular, on a un client React qui va chercher, qui va consommer les ressources mises à disposition par le serveur pour faire quelque chose. Tout ou partie d'ailleurs, hein. Vous pouvez juste, par exemple, utiliser l'API Google Maps, vous pouvez calculer des trajets, vous pouvez mettre des points sur une carte, vous pouvez vraiment faire plein de trucs, mais vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. C'est aussi ça qui est important avec les API, c'est que c'est tout ou partie. Et dernier point, parce que bon, je le mets dès le début, parce que moi ça va vous donner, le thème, c'est que je trouve qu'une API, ça vieillit très mal. Parce qu'une API, le problème, c'est destiné à plus que de simples users. Le user, c'est assez simple. Pio, il va vous dire, nos users, ils veulent ça. Ok, on considère que tous nos users veulent ça, mais le problème, c'est quand c'est de la technique, bah, selon le programme qu'on va avoir à l'autre bout, il va peut-être falloir faire des trucs spécifiques. Donc souvent, spécifique, plus spécifique, plus spécifique, patch, égale dette technique, égale ça vieillit mal. Voilà. Reste. Alors, representational state transfer. Bon. Ce qui est communément admis, c'est que ça veut rien dire. C'est faux. Voilà, petite dédicace Jacques. Ça veut vraiment dire quelque chose, on y reviendra un peu plus tard, et c'est d'ailleurs ça aussi le but de cette presse, c'est de vous expliquer finalement que c'est vachement important ce nom. Théorisé par Roy Fielding dans sa thèse de doctorat, oui monsieur, pas de problème. Roy Fielding, pour info, Fielding, pardon, a écrit beaucoup de RFC sur HTTP aussi. Voilà, le gars, vraiment, il y a ce qu'il faut quoi. Donc on peut faire confiance à ce que dit ce gars, donc il n'y a pas de problème. REST, c'est pas un protocole, c'est un style d'architecture. C'est pas un protocole parce que ça utilise HTTP. HTTP est le protocole. Voilà. La notion de stateless, je voulais vraiment revenir dessus et le dire direct. Stateless, on entend tout, rien. Ouais, donc stateless, on entend souvent sans état. Ça veut dire qu'en gros, un appel pourrait ne pas avoir d'importance en fonction du précédent. Oui et non. Donc stateless, c'est pas ça. Stateless, ça veut dire que le serveur ne doit jamais piocher dans ses ressources, dans son état à lui, pour contextualiser une requête qu'il vient de recevoir. C'est tout ce qui permet de répondre à une requête doit être présent dans cette requête. En clair, si cette requête atterrit sur un serveur, ça doit donner exactement le même résultat que si ça atterrit sur le serveur d'à côté où il y a la même application. Le principe de stateless, c'est ça et simplement ça. Ensuite, les principes de base, donc autres que le stateless, voilà, ce sont des identifiants uniques des ressources. Donc autrement dit, une ressource est accessible par une et une seule URL. Logique. Principe de base, oui, la mise en cache. Voilà, ça c'est le truc qu'on fait jamais, mais voilà, REST a été créé aussi pour qu'on fasse du cache. Et la navigation hypermédia. Ça aussi, on le fait rarement, mais c'était prévu pour. Deuxième slide. Bon, vous avez entendu parler de RESTful. Ouais, RESTful, c'est, voilà, on dit en gros on fait du REST, mais on le fait encore mieux, on le fait totalement. Ouais, bon, si vous avez une API RESTful, vous avez quasiment 100% de chance de savoir qu'elle ne l'est pas. RESTful, c'est un mot pour hipster. Cherchez pas, voilà, point. Bon, c'est justement devant ce phénomène que Monsieur Richardson nous a proposé un modèle qui est le modèle de Richardson, modèle de maturité de Richardson au niveau des API. Donc vous avez 4 niveaux d'API, globalement qui représentent le niveau d'implémentation de REST. Donc vous avez le niveau 0, bon c'est 0, hein, c'est rien. Vous faites en gros, c'est vous avez un script qui renvoie pas du HTML, c'est ça que veut dire le niveau 0. Le niveau 1, ça veut dire qu'on a des ressources, donc c'est à dire qu'on a quand même matérialisé qu'est-ce qu'on renvoie. Le niveau 2, c'est on utilise des verbes pour pouvoir gérer nos ressources, les verbes HTTP, get, put, post, etc. Et le niveau 3, on a des contrôles hypermédias, donc ce sont des liens dans nos API. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc je vais commencer par le monde actuel de REST. Bon alors, je dis le monde, j'exagère, mais considérez que l'immense majorité des projets, elle est dans le L, pas plus du niveau 2. Et malheureusement, il y a beaucoup de problèmes qui viennent avec ça. Bon alors déjà, niveau 0 et niveau 1, foire la saucisse, merci, voilà. Je n'en parlerai pas plus.
Vous avez compris que c'est pas le but. Le niveau 2, oui, je suis d'accord. Niveau 2, c'est bien, parce que c'est simple. Le niveau 2, c'est le minimum viable dans un projet industriel. Donc ce que je mets sur cette slide, c'est que effectivement, ça permet de sortir des cas simples, que c'est simple à implémenter, et que c'est adapté à des usages internes. C'est quand, par exemple, quand vous avez la même équipe qui code l'API et le client. C'est, hop, même pas besoin de décrocher le téléphone, tu demandes à la personne à côté, ouais, mais ce que tu as fait là, tu l'as fait comme ça, ok, ça veut dire quoi ce champ, ok, c'est bon, ça marche. Pour ça, le niveau 2, c'est génial. Je dirais même qu'il faut promouvoir le niveau 2. Vous m'avez cru? Non, je crois pas. Alors, niveau 2, oui, mais... Alors, ça, c'est un peu le problème. Donc, je mets tout en haut, la doc des API. Il faut qu'elle soit exhaustive et il faut des exemples sur les API de niveau 2. Parce que, finalement, il n'y a aucune cohérence entre un appel et un autre. Il n'y a pas de logique qui lie toute l'application. Je vous expliquerai après le concept de logique. Mais la doc est obligatoire. On ne peut pas sortir un projet correctement s'il n'y a pas de doc. La gestion du versionning est difficile sur les API de niveau 2. Parce que, pour la même raison, si vous avez une API qui a 20, 30 appels, 30 URL, bon, on peut dire que c'est pas beaucoup, mais si, c'est beaucoup. Et ça vient très très vite. Si vous n'avez aucune consistance entre les appels, vous ne pouvez pas être sûr qu'à un moment donné, votre version est bien déployée partout. Donc, arriver à maintenir une cohérence de version, ça reste très difficile. Les actions autres que les actions crudes ne sont pas modélisables sans sortir de la norme. Alors ça, c'est un peu barbare. Pour reformuler un petit peu ça, c'est en gros quand vous voulez faire des choses, des actions métier. Par exemple, je veux changer le mot de passe d'un utilisateur. Ben, on va pas faire un put sur le user. Parce qu'il faudrait put tout le champ, et puis quand bien même, ça veut dire qu'on va put le mot de passe en clair, et il y a quand même un post-traitement à faire. Donc, c'est pas réellement la ressource qu'on modifie, donc ça marche pas. C'est pas REST, en clair. Dernier point, le scoping des données, ça casse le principe de l'isomorphisme du get et du put. Bon, alors que si vous faites un $objet set $objet get, si vous faites le set d'un get, normalement ça change rien. Le problème, c'est que si vous faites ça avec c'est censé fonctionner aussi avec une API. Mais le problème, c'est que si vous scopez vos données, si par exemple il y a des données que vous ne mettez pas à disposition d'un client, exemple, le mot de passe de votre user, si vous faites un get du user et que vous refaites le put du même user sur le serveur distant, vous allez, en théorie, scratcher le mot de passe si vous suivez REST. Donc ça marche pas. Petit disclaimer pour la suite, parce que je vais être assez tranchant pour le coup. Alors, en vrai, les niveaux 2, voilà les problèmes. La doc, ça n'existe pas. Personne n'en fait, ou alors quand elle existe, elle n'est pas à jour. Ou alors elle est à jour, mais dans le cerveau du développeur qui vient de partir pour on ne sait pas trop où, en vacances ou ailleurs. Le versionning, non plus, personne ne le fait. On fait un petit dark patch ici, un petit if $v égale, alors je fais ça. Bon, bonjour d'être technique. Les actions custom, bon, on assume, on fait du post partout et on fait des URL dégueulasses. Voilà. Bon, on va pas dire l'inverse, hein, on va pas se mentir. Hein. Le scoping, pareil, on assume et on fait du patch. On fait pas de put, on fait du patch. Pour info, le patch, normalement, c'est un format de diff. On ne patche pas juste certains champs, on est censé dire, voilà, tel champ qui avait telle valeur avant, je mets telle valeur maintenant. Voilà, si ça vous intéresse, je vous montrerai comment c'est fait. Voilà, bon, petit provocateur. Je vais passer maintenant ouais, d'accord, bon, je pose des problèmes maintenant, on a quand même quelques solutions, on peut aller piocher dans tout l'écosystème informatique en fait. Finalement le web et REST en particulier ne sont pas différents des autres problématiques qu'on peut avoir dans d'autres langages, voire dans d'autres systèmes. Je vais donc vous présenter ici quels travaux ont été réalisés par la communauté finalement, un résumé des articles qui sont à notre disposition. Pour essayer d'avancer, essayer de progresser. Alors déjà, première chose, si les sites web et les API c'était la même chose, posez-vous cette question. Si c'était la même chose. Si le HTML finalement était une autre norme d'encodage de vos données à destination d'un autre device. Un navigateur, c'est un device, un autre logiciel. Votre serveur, il a une API à disposition, il a ses URL, il a ses routes, il renvoie il renvoie du texte, il renvoie des choses à votre navigateur qui l'interprète. Les API, c'est la même chose. Ok.
Si on va encore plus loin, c'est le même protocole, le même principe. On a un métalangage de mise en forme d'information, c'est de la décoration. C'est la même chose. Encore plus loin, on a une hiérarchisation des données. Vos pages, elles sont hiérarchisées. Vous avez une page qui amène à une autre, qui appelle à une autre. Vous avez une navigation, vous avez de la saisie d'informations, vous avez des formulaires dans les sites web. Vous avez aussi des posts et des puts dans une API. Ça se ressemble. C'est la même chose. Autre point, state machine. C'est un bien grand mot pour dire en gros, une application, ça a des états, et on passe d'un état à un autre, à un instant T. Bon, la state machine, on peut aussi en implémenter un terme logiciel pour matérialiser des systèmes qui évoluent, mais globalement, toutes les applications ont des états. Prenez l'exemple des apps mobiles, si on a un écran, sur un stimuli extérieur, donc un tap sur un tap ou on appuie sur un bouton, passe à l'écran d'après. Votre appli a changé de statut. Si maintenant, on surligne une partie de l'acronyme REST, State Transfer. Tout le monde dit que ça veut rien dire REST. Bah si, ça veut dire quelque chose. Representational State Transfer. C'est-à-dire qu'en gros, représentation du transfert d'un statut. Donc, ça voudrait dire que finalement, le client serait la représentation de l'état d'une session dans le serveur. C'est quand vous vous connectez, le serveur vous renvoie un état dans lequel vous êtes censé être. C'est ça que ça veut dire REST, ça veut dire quelque chose. C'est même très important de le savoir, parce que finalement, c'est votre appel, votre retour va conditionner l'état dans lequel va être votre client. Donc finalement, ce que je mets un peu dans la slide aussi, c'est que le client a un état dans sa session d'échange avec le serveur de manière implicite dans le web, mais ça en a quand même un. Même si on a l'impression que notre page elle est statique, mais en fait, il y a quand même une session implicite entre le navigateur et le serveur. Donc maintenant qu'on est d'accord avec ça, ça veut dire qu'il serait possible d'exposer les changements d'état, mais seulement ceux qui sont disponibles pour garder une cohérence entre le client et le serveur. D'un appel API A, on va seulement à l'appel API B et pas au C. On peut exposer ça au client pour lui dire « Moi j'attends que tu fasses ça, mais pas que tu fasses ça ». Donc on peut commencer à mettre du lien et de la cohérence. Enfin, dernière notion, les dictionnaires en JSON. Honnêtement, j'ai découvert ça en cherchant un petit peu. Bon, un dictionnaire à la base, ça permet de définir et de qualifier des choses. Et moi d'être sûr de tel mot, ça veut dire telle chose. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça non plus en JSON, nous? Finalement, si on rajoute un peu de sémantique, si on rajoute un peu de normalisation dans le JSON, ça pourrait permettre aussi également de donner plus de sens à votre API. Si on cherche un petit peu. Donc, ça pourrait aussi permettre de créer des structures fixes en JSON, et voire même de créer des pseudo-classes, des pseudo-types, en fonction de ce qu'on fait. Rappelez-vous de vos cours de C, si vous en avez eu, les structures, bah finalement, c'est un peu pareil que du JSON. Ça n'a pas de nom, mais ça respecte quand même un certain schéma. C'est un peu le principe. Donc, pourquoi pas définir des dictionnaires en JSON? Et oui, je le mets parce que j'attends la question, mais ce sera toujours moins verbeux que du XML, vous inquiétez pas. Passons à l'hypermédia. Donc voilà, j'en parle depuis le début, mais en fait l'hypermédia, qu'est-ce que c'est? L'hypermédia, ou souvent dans le gros mot A2S, voilà. C'est A2S, ça a été on a fait exprès finalement de prendre un mot un peu barbare pour remplacer le RESTful, en étant sûr que celui-là, A2S, il sera jamais utilisé en marketing, parce que c'est pas beau. Mais c'est clairement ça en plus, hein, l'anecdote. C'est ok, bon, on nous a piqué notre mot, maintenant on va en mettre un autre. Donc A2S ou hypermédia, je préfère dire hypermédia quand même. Le principe, c'est qu'on va lier des ressources entre elles à travers la trame JSON de la ressource elle-même. C'est-à-dire, on sait que tu es là, voilà ton statut, et maintenant tu peux aller là. Exemple, je viens de récupérer un appel API voilà, avec ma carte d'identité sur le serveur de LinkValue. On sait que bon, ma ressource c'est moi, donc self, c'est un mot-clé dans les API hypermédia. Si on veut récupérer mon boss, ok, bah c'est telle personne-là. Si on veut récupérer ma mission, c'est ici. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a un premier point qui est intéressant, ça veut dire que le client n'a plus à gérer les routes de l'API. C'est nous-mêmes, on dit, si tu veux ça dans notre API, tu vas la chercher là. Peu importe, tu ne construis pas nos URL. Nous, on te dit que la version qu'il te faut, c'est celle-ci. On te dit que l'URL, c'est celle-là. On s'en fout, si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu appelles. Point. En gros, on arrête de déléguer au client la construction d'URL pour venir hit notre API.
Finalement, vous avez déjà votre statut. Je sais que tu es là, tu peux aller là. Alors, plusieurs normes d'hypermédia 8OS, voilà. Les quatre plus grosses sont ici. Donc, vous avez HAL, donc pour Hypertext Application Language. Bon, celui-là, il est léger, mais le problème, c'est qu'il supporte absolument que la lecture. Là, l'idée, c'était aussi de gérer les cas d'écriture. On a Collection plus JSON. Ça, c'est orienté. Collection, merci Captain Obvious. Mais ça gère très bien aussi très bien l'unitaire. Mais c'est vraiment, c'est orienté. On peut faire de la pagination, on peut faire du tri, du filtre. Il y a vraiment des trucs sympas là-dedans à chercher si on veut creuser. Ça va vraiment être sympa. Sirène, c'est orienté objet. Donc oui, écrire des classes avec du JSON. Oui, bon, ok, on peut appeler ça le JavaScript, mais sinon, il y a vraiment moyen de faire ça dans des API. Bon, après, ça, par contre, ça allait un peu loin, je me suis dit non, quand même pas. Et on a JSON-LD. Bon, nous, on va faire JSON-LD. Voilà. Alors, JSON-LD, JSON for Linked Document. JSON-LD est un truc très bien déjà, c'est approuvé par le W3C. Bon. Alors je sais pas quels lobbies ont été mis en place ou quoi, mais c'est bien. Parce que finalement, beaucoup de talks, finalement des gens qui cherchent quelque chose de certifié qui va durer, vont se baser là-dessus. Donc on a quand même un certain gage de postérité là-dessus, sur ce format. Le but de JSON-LD, le principe de JSON-LD, c'est de prendre un JSON de niveau 2 et de lui coller un dictionnaire par-dessus. C'est-à-dire en gros pour décrire qu'est-ce que j'ai dans mon JSON de niveau 2. Et pour ce dictionnaire, on se sert de schema.org. Schema.org, pour ceux qui connaissent pas, c'est une manière uniforme de nommer les choses. Par exemple, une personne, ça aura toujours ce nom, ça aura toujours un given name, un family name, un name tout court, un email, un machin, voilà. Vous n'avez plus de problème de nommage, au moins on est sûr. On a une norme aussi, quelque chose de très intéressant, c'est qu'avec JSON-LD, on a une norme connexe qui est Hydra. Hydra, ça permet de matérialiser des transactions et des opérations sur les ressources qu'on vous expose à travers JSON-LD. C'est ce qu'on cherche, c'est cool. Bon, un peu de code. JSON-LD, au final, par rapport à votre niveau 2 que vous avez là, ça rajoute ça. Globalement, ça rajoute une grosse méta qui dit contexte. Donc, contexte, state, voilà, faites le rapprochement. Donc, on sait que tu es dans ce statut-là, tu as récupéré un objet de type personne. Ce type personne, tu peux aller le trouver, tu peux trouver sa définition sur schema.org, donc le add vocab, c'est-à-dire en gros, j'utilise ce vocabulaire-là. Et en dessous, vous voyez nickname. Nickname n'est pas dans le vocabulaire de schema.org, donc il faut dire à quel vocabulaire géré sur schema.org se rapporte ce nom. Donc en gros, dans le contexte, vous allez mettre tout ce qui n'est pas sur schema.org, mais qui est référencé en dessous. Principe assez simple. Dernier point, la notation réflexe. Le @id, c'est un type spécifique du JSON-LD pour dire identifieur de ressources. Sous-entendu, vu qu'on est en REST, identifieur de ressources égale URL. Voilà, c'est quand vous verrez @id, c'est tout le temps URL. Donc ça, c'est le principe de base. On peut rajouter par-dessus les fameux liens. Donc le principe reste encore une fois très simple. Vous rajoutez vos URL, voilà, et ensuite vous allez définir dans votre vocabulaire que, ok, ce truc-là, c'est un ID, c'est un identifiant, c'est une URL. Par défaut, si vous mettez ça, c'est sous-entendu dans la norme, c'est du get. Vous allez chercher cette ressource-là, point. Ça, pour l'instant, c'est pas trop compliqué. Et on rajoute par-dessus Hydra. Hydra, là, ça en rajoute quand même un petit peu. Vous faites de la même manière, vous rajoutez une opération, vous rajoutez un membre finalement, c'est un peu comme on définirait du JavaScript en fait, vous mettez des fonctions, vous mettez des membres privés, des membres publics, enfin oui non, je m'embrouille un peu, mais vous pouvez mettre des URL ou de la donnée de manière indifférenciée. Mais par contre ici, dans votre dictionnaire, vous allez dire que là par contre, si vous voulez utiliser cette URL là, il va falloir utiliser le put, il va falloir envoyer cette structure là qui va avoir cette forme. Donc là, vous voyez tout de suite l'avantage, c'est l'avantage ou le parallèle avec HTML, c'est je te donne ma page web, mais je te donne aussi la structure qu'il va falloir que tu remplisses pour pouvoir submit le formulaire. Là, c'est la même chose, sauf que c'est adapté à JSON.
qu'au final, si on veut utiliser, si on veut dire ok, je veux reset le password de cet utilisateur, il va falloir que je fasse cet appel-là. Je vais put sur l'URL de partenaire, je vais put cette structure, qui encore une fois doit être décrite étant donné qu'elle ne fait pas partie de schema.org, et avec ces informations. Simple. Ça respecte le principe d'isomorphisme, étant donné que on ne poste pas un user, mais on poste une structure d'action. Ça marche. Et ça respecte également, le principe de je fais une opération sur quelque chose. Là, ça matérialise vraiment le principe de changement d'état. La transaction va faire changer l'état de mon statut et changer l'état de ma ressource. State transfer, je rappelle. Voilà. Il est d'accord. Ok, d'accord, bon. Maintenant, on peut faire le point. On va faire le point sur les quatre, finalement, les quatre problématiques que j'ai dégagées en début d'exposé. La doc. Bah, la doc, elle y est. Vu que tous vos champs sont décrits, finalement. Vous avez tous vos champs, là. Voilà, je te dis, bon, alors ce truc-là, tu vas peut-être pas connaître, au cas où, donc je te dis que c'est un nom. Tu sais pas trop, enfin, alors tu sais pas trop comment on reset le password, bah tiens, je te dis comment c'est fait. Et le fait même que je te dise que ça se fait comme ça veut te dire aussi, tu y as droit. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que vous pouvez savoir à quoi a droit votre user ou pas. Donc ça améliore également un petit peu la sécurité. Bon. Après, souvent, sécurité, faut pas non plus... sécurité par le secret, ça suffit pas. Le versionning, de fait, ça vient aussi, étant donné que quand on rentre par la version 2, toutes les URL qui vont être générées après, bon, bah, ils vont avoir le V2 en préfixe. Et votre client, il va plus jamais avoir besoin de le savoir. Si à un moment donné, la V2 doit appeler la V1 pour X ou Y raison, bah ok, on met l'URL de V1, ça marche. Mais vous avez de la consistance, vous savez d'où il vient. Vous n'avez pas besoin de faire de dark patch, vous n'avez pas besoin de faire de if un peu bizarre. Vous pouvez router finalement vos URL de la manière que vous voulez. Si à un moment donné, dans une nouvelle version, vous voulez rajouter un état dans la transition, vous voulez rajouter un écran, bah ok, il y aura une nouvelle URL qui sera dédiée, ça marchera. Et vous pouvez ensuite raccrocher sur l'ancien. C'est le principe d'un flux. Vous pouvez rajouter une brique au milieu du flux, ça ne va jamais perturber ce qu'il y a avant ni ce qu'il y a après. Vous pouvez passer par là, ça marche. Les actions custom, bon bah je vous ai montré que c'est géré, il n'y a pas de problème. Et l'isomorphisme get-put, de fait, bon bah ça règle pas directement le problème, parce que finalement le get et le put ne sont pas du tout, c'est pas du tout la même chose, mais vu qu'on put pas la même chose, ça marche. Alors là j'entends un de mes vieux chefs de projet qui me dit on n'est pas la NASA, c'est pas pour nous, c'est pas bien. Bon, pour info, ça c'est une fusée qui explose, hein. Donc heureusement qu'on n'est pas la NASA. Si on veut level up notre appli, passer de niveau 2 à niveau 3, qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on doit virer? Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on commence? Ben, qu'est-ce qu'on vire? On vire tous les documents Word qui de toute façon sont jamais à jour. Donc, salut. On vire les ifs. Ça c'est bien aussi de virer les ifs. Vous savez que j'aime pas les ifs. On arrête de faire des trames JSON qui contiennent la moitié du modèle de données. Au cas où, parce que gérer plein d'appels différents, plein de scopes différents, c'est relou. Voilà, fallait les documenter, voilà, je vous laisse imaginer tout ce qui vient avec, fallait les tester. Là maintenant, on peut faire des trucs unitaires, ça marche bien, c'est mis en cache, ça avance. On n'a plus besoin de faire ces trames JSON de commandes qui ramènent toute l'historique, tout ça. Et enfin, on arrête aussi de discussion interminable sur le nommage. Ouais, toi tu le nommerais comment? Ah ouais, mais non, moi je le ferais comme ça. Ouais, bon, zut, on a autre chose à faire. On est des gens intelligents, on est là pour coder, on n'est pas là pour déblatérer. Qu'est-ce qu'on commencerait? Eh ben déjà, on commencerait par faire de la config sémantique au plus près des données. Dire qu'en gros, bah, vous avez, finalement, on vous donne un pâté de données et on vous dit au-dessus, voilà à quoi ça correspond. Ça, finalement, c'est des trucs à faire en plus, je suis d'accord. Bon, de toute façon, le boulot, il faut qu'il soit fait à un moment donné. Vous contrôlez la navigation dans l'API. Ça veut dire que finalement vous avez à faire vous-même, côté serveur, la transition que dans votre tête, pardon, une sorte de diagramme d'état de transition de votre client pour se dire de quel endroit il part et vers quel endroit il va. Vous devez penser client first. Là où, quand on est en niveau 2, non, on pense back office first et c'est le client qui se débrouille.
Moi, je garde mon modèle bien carré, surtout pas le faire bouger, parce que si jamais j'en bouge un tout petit peu, je sors de la norme et je suis enquiquiné. Non, là, du coup, on pense user first. Et enfin, ce que je disais, on commence à mettre en cache. Parce que le cache, c'est loin d'être mal. Quoi qu'on en dise. On a d'autres bénéfices aussi à passer niveau 3, outre les points de charisme. On peut aller plus loin dans l'isolation des cas d'utilisation. Alors là, quand je dis porte d'entrée vers le découplage métier-transfert, j'étais loin moi-même. Là. Mais en clair, si vous voulez utiliser des patterns comme le DDD, typiquement, il faut absolument faire abstraction de la couche de transfert. C'est-à-dire, est-ce que je viens d'une API? Est-ce que je viens d'un site web? Est-ce que je viens d'une CLI? Est-ce que je viens d'un WebSocket? Est-ce que je viens d'un event? Ça, on s'en fiche. Donc il faut arriver à avoir le point d'entrée unique, et la matérialisation des actions fait que finalement, on a ce point d'entrée unique. Enfin, je compte en bénéfice, mais JSON-LD, c'est compatible avec le legacy. Vous pouvez rajouter, en théorie, vous pouvez rajouter des champs dans votre JSON sans que ça impacte sur en dessous. Donc, vous pouvez déjà, dès demain, si vous voulez, commencer à rajouter des métas dans vos API. C'est plutôt bien. Voilà, votre chef de projet, il va pas hurler, normalement. Ensuite, on peut créer des clients et des SDK bien plus simples. Vu qu'il y a moins d'adhérence entre le serveur et le client. Typiquement, déjà le client n'a plus à gérer les routes, on lui donne déjà les URL, c'est déjà pré-mâché, on lui donne déjà les champs, c'est fait aussi, on lui donne tout, en fait, on lui donne les méthodes, etc. etc. Il n'a plus besoin de gérer grand-chose, finalement. Donc ça, vraiment, ça sépare les deux, bien plus que sur du niveau 2. Et enfin, les gens du web plébiscitent le JSON-LD, typiquement Google, il commence à indexer du contenu JSON-LD, donc sans forcément trop détailler, mais ils veulent vraiment pérenniser ce truc-là. Enfin, utiliser ce truc-là, pour le coup. Alors bon, j'ai pas pris la pilule bleue. Je me suis dit, bon, ça c'est cool, je vais essayer. Donc, je vais vous montrer quelques patterns d'implémentation qu'on pourrait faire. Donc, désolé, c'est du PHP. Bon, il y a certains langages comme le JavaScript où ça va être bien plus facile. Par contre, en PHP, il va falloir sortir pas mal de tweaks pour arriver à faire des trucs bien. Par exemple, donc, pour la couche d'exposition, donc la lecture. Finalement, je te présente mes données. On peut implémenter un pattern décorateur. On a très bien dit, JSON-LD, c'est une décoration d'un JSON standard. Donc, pourquoi pas avec méthode decorate là-haut. Voilà. Je décore mon objet personne, dans le scope par défaut, on peut mettre d'autres scopes, avec un lien, qui sera cette URL, avec cette opération, sur cette URL, et avec, pourquoi pas, là, du coup, une méthode statique qui permet de décrire l'action. Si cette action est autorisée, pourquoi pas. Bon, après, voilà, c'est du pseudocode, la syntaxe vous plaît pas, peu importe, ça peut se faire autrement, mais on peut faire quelque chose de simple, au final.